Salut les amis explorateurs, alors aujourd'hui je souhaite m'attaquer à un sujet qui personnellement me passionne énormément et j'espère vraiment que ça vous intéressera aussi. Je vais vous parler aujourd'hui de Jung et de l'intérêt qu'il a pu avoir avec les ovnis. Voilà, puisque vous savez que sur cette chaîne j'en parle de temps en temps, le sujet ovni m'intéresse également, hein, ça c'est pas sans lien d'ailleurs souvent avec les sortir du corps et les EMI, tout, vous savez que tout est lié par ailleurs, donc je vois pas pourquoi on se priverait. Alors, je vais vous parler un petit peu de Carl Jung, si vous en avez forcément entendu parler, alors pour plein de raisons, mais la première étant que si vous vous intéressez à ce type de sujet, vous avez forcément été à un moment ou à un autre on vous a alors je vous dirais, on vous a forcément mis en plein visage, Carl Jung parce que, c'est très simple. Dans le milieu, dans les philosophies New Age, quelles qu'elles soient, hein, mais bon, on va dire, tarot, développement personnel, pensée positive et yoga tantrique et tout ce que vous voulez, hein, et ben, vous trouvez toujours du Carl Jung. Voilà, bon, vous allez trouver, oh là, on va vous parler des archétypes. Oh là là, les archétypes de Carl Jung, machin. Bon, on va vous parler de l'inconscient collectif. On va vous parler, alors, des synchronicités. N'en parlons même pas. C'est tellement référencé partout, les synchronicités. Bon, vous me direz, c'est bien hein, que certains concepts qui sont par ailleurs des concepts pas évidents à comprendre réellement. Jung fait partie de ces penseurs qui sont très difficiles à lire, hein, faut pas se le cacher. C'est pas des lectures, comment dire, ce sont pas des lectures faciles, ce sont des lectures d'études. Donc pas facile en règle générale pour le grand public, de se plonger directement dans les textes de Jung. Il y en a des plus simples que d'autres, mais je peux vous dire qu'il y en a certains, faut quand même être bien accroché, hein. C'est pas de la tarte. Donc, pourquoi je veux en venir là? C'est très mal compris, tout simplement. Et je ferai le parallèle d'ailleurs avec Nietzsche en philosophie, qui est de la même façon récupéré et finalement on prend du Nietzsche, on le met un peu à notre sauce, pour la simple et bonne raison que c'est tellement compliqué déjà à lire dans le texte et puis à comprendre réellement, si toutefois il est possible d'avoir une compréhension pure de la pensée de ces gens. Peut-être pas, il y a toujours de l'interprétation évidemment. Mais bon, voilà, pour vous la faire courte là-dessus, autant Jung que Nietzsche que plein d'autres penseurs, des concepts émergent, des concepts passent dans le grand public, ils sont évidemment déformés, ils sont mal compris, ils sont presque transformés finalement. Et puis on arrive à un peu de la soupe. Voilà, bon, cette parenthèse est terminée. Alors Jung, c'est qui? Il fait partie en fait du premier cercle psychanalytique, hein. Vraiment, faut bien comprendre ça. Dans les années 20. Et il est avec Freud, c'est son disciple, il n'y a pas de problème. Il était même, je crois, destiné à devenir son successeur hein, à l'Institut psychanalytique. Ça n'arrivera pas parce que Jung, tout simplement, sans créer, alors de mon point de vue, après ça se discute, mais sans créer une rupture réellement si franche que ça, part de son côté et crée la psychologie analytique. Bon on est, sur des concepts comme, je vous l'ai dit, d'inconscient collectif, là où chez Freud on était vraiment sur la découverte de l'inconscient personnel avec les pulsions psychosexuelles et cetera. Bon, ça reste, quelque chose pour Jung qui n'est pas rejeté, hein, du tout, mais c'est simplement qu'il en fait quelque chose qui est beaucoup moins central, voilà. La pulsion psychosexuelle et l'inconscient personnel sont évidemment une vérité chez les êtres humains, mais pour lui, ça, comment dire? C'est presque, anecdotique par rapport à un inconscient collectif humain global, universel qui est, infiniment plus vaste et c'est cet inconscient collectif-là, qui l'intéresse lui dans l'analyse, d'aller chercher vraiment
qu'est-ce qui, dans le fond de l'humanité, s'adresse à nous, notamment dans nos rêves et dans nos cauchemars, puisque c'est la base de la psychologie analytique. Alors, on va pas aller plus loin là-dessus, hein, vous vous renseignerez, mais c'est évidemment des sujets absolument passionnants qui nous permettent de comprendre énormément de choses sur nous-mêmes. Alors, juste une petite parenthèse également, vous savez qu'ici je traite des sorties de corps, et puis bah, forcément je me réfère beaucoup à Mark O'Byrne, qui est en ce moment quand même quelqu'un, je pense, d'assez important sur ce sujet-là, hein, malgré pas mal de... Enfin, il est un peu controversé, mais après tout, c'est très bien d'être controversé, et c'est même une très bonne chose. Bah lui, par exemple, il va vous dire l'inconscient n'existe pas. Voilà, il n'y a pas d'inconscient. Ça se passe autrement. D'ailleurs, ça serait bien qu'il nous explique un jour réellement sa propre vision de la psyché humaine, parce que dire qu'il n'y a pas d'inconscient, pourquoi pas, hein. Moi, j'ai a priori pas vraiment de problème avec ça, même si je suis loin d'être d'accord avec lui, mais pourquoi pas, mais j'ai pas encore trouvé finalement de vidéo, d'interview ou quoi que ce soit, où il explique très nettement ce point de vue-là. L'absence, le... comment on pourrait dire ça? Oui, l'idée de l'absence d'un inconscient chez les êtres humains, l'idée que ce serait qu'il y aurait une conscience et pas de subconscient, pas de, vous voyez, c'est un peu curieux, mais pourquoi pas, hein. Moi je suis prêt à tout. Euh, alors ce qui nous intéresse ici, c'est vraiment pourquoi, comment Carl Jung à l'époque, donc on parle des années 50, 60, en sachant qu'il meurt, hein, dans les années 60, donc il est vieux. Il a fait, il a vraiment développé ces théories très très longtemps. Il a d'ailleurs mis beaucoup de côté euh, certaines œuvres comme le traité du sermon aux morts, qui relèvent vraiment de l'ésotérisme pur, hein. Il faut bien comprendre ça. Carl Jung est un ésotériste, c'est un alchimiste de l'esprit, c'est quelqu'un qui est vraiment... C'est pour ça d'ailleurs que c'est compliqué, c'est parfois compliqué si vous voulez trouver aujourd'hui un thérapeute jungien. Bah, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a, hein, je dis pas le contraire, mais il n'y en a pas tant que ça parce que c'est moins clinique et c'est plus philosophique. Voilà. Bon, après, c'est un vrai voyage intérieur, hein, de faire, je pense, une analyse jungienne. À vous de voir si un jour ça vous intéresse, pourquoi pas, ça fait partie des voyages aussi qu'on peut faire. Alors, Carl Jung, on l'imagine mal s'intéresser comme ça d'emblée aux ovnis. Vous voyez, on est quand même sur des gens qui sont, euh, même si un peu mystiques, même si un peu ésotériques, qui sont des scientifiques, qui s'appuient sur une méthode scientifique, hein, d'accord? Même si c'est toujours de la science humaine, pas forcément des sciences dures, on fait pas dans ces domaines-là de statistiques, de reproduction en laboratoire, ou des choses comme ça. Vous voyez, on n'est pas dans ces domaines-là, mais on est dans de la science humaine, donc forcément il y a quand même de la méthode, on fait pas n'importe quoi. Bon bah pourquoi d'un coup Jung sort un livre sur les ovnis qui s'appelle donc Un mythe moderne. Euh, Jung est comme tout le monde, il a regardé le ciel, il s'est demandé ce qui se passait en haut, il s'est demandé si sur toutes les étoiles qu'il y avait dans le ciel, bah, il n'y en avait pas avec autour des planètes un peu similaires à la nôtre, etc. Vous voyez, ce sont des questions, je pense qu'on s'est à peu près tous posées si on a le moindre intérêt pour cette vie, pour ce monde, pour la réalité, etc. Donc voilà, ça part d'un questionnement qui est finalement très classique et très normal, je dirais, de tout être humain qui s'est un jour posé la question, bah nous on est sur ce petit caillou là qui tourne autour d'un soleil, et bah qui sont peut-être les autres qui tournent sur d'autres cailloux, à quoi ils ressemblent, qu'est-ce qu'ils pensent, quelle est peut-être la structure aussi de leur inconscient, ça serait intéressant ça, d'imaginer des psychologies exogènes, euh, pourquoi pas, qui seraient peut-être proches de la nôtre, ou peut-être tellement éloignées qu'on
ne pourrait même pas l'appréhender, hein, pourquoi pas. Euh, alors, Jung, finalement, la thèse de Jung majeure, c'est comment les ovnis peuvent être des projections de notre psyché. Voilà. Ça paraît simple et en même temps ça l'est pas du tout, puisque Jung, si vous voulez, quand il écrit un mythe moderne, il veut pas. Alors déjà, il n'est pas dans la science-fiction, hein, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va spéculer sur quel vaisseau utilisent les extraterrestres, à quelle vitesse ils vont, est-ce qu'ils sont là, ils ont la peau bleue ou rouge. Voilà, c'est pas son propos. Le propos de Jung, c'est d'aborder les ovnis comme un phénomène psychologique, tout simplement. Pour lui, il n'envisage pas forcément d'ailleurs des objets volants non identifiés, donc comme des vaisseaux spatiaux. Alors c'est-à-dire qu'il est pas forcément tenant, vous savez, de la théorie des tôles et boulons, quoi, de l'idée qu'on en serait forcément avec quelque chose de très matérialiste, c'est-à-dire des races, des espèces qui viendraient de loin, mais qui, par leur technologie, seraient capables de venir nous voir, et donc voilà, théorie matérialiste finalement. Après, il considère pas non plus ces événements, ces phénomènes comme des illusions, et c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que on n'est pas sur quelqu'un qui va vous dire que vous avez halluciné si vous avez vu quelque chose d'étrange dans le ciel. Pas forcément. Pour lui, vraiment, les ovnis, on parle de symboles, on parle d'inconscient collectif, d'accord. Vous savez, hein, vous n'êtes pas sans savoir, je suppose qu'à partir des années 40, donc étrangement juste après la Seconde Guerre mondiale, euh, aussi parce que les technologies explosent vraiment à partir de ce moment-là, je pense, hein. Mais là, et puis la presse, on a des récits d'ovnis qui explosent de partout, euh, et on a des pilotes, hein, on a des scientifiques, on a des gens, des gens de base, hein, des fermiers, des choses comme ça, qui rapportent en masse, mais vraiment en masse, hein, quand vous vous renseignez sur la somme de témoignages à partir des années 40 jusqu'à peu près à la fin des années 90, donc c'est quand même relativement long pour nous, mais c'est une période assez courte finalement, si vous prenez en compte l'humanité, quoi, le temps de l'humanité. Euh, il y avait des lumières dans le ciel partout, il y avait des formes dans le ciel partout. On a même beaucoup de témoignages, quelques témoignages, je pense pas beaucoup, mais de témoignages du Moyen Âge qui rapportent des interventions, des choses dans le ciel, des croix dans le ciel, des croix en feu, des choses comme ça. Vous voyez. Donc tout ça, ça existe depuis très longtemps, mais c'est vrai que depuis les années 40, vu que la presse se développe, d'ailleurs c'est la presse qui est à l'origine, hein, des mots soucoupes volantes par exemple, avec Kenneth Arnold, c'est beaucoup la presse, hein, qui a finalement construit ce fameux mythe moderne des ovnis, mais ça veut absolument pas dire que ça s'est basé sur des choses fausses, sur des faux témoignages, sur des gens qui avaient bu, vous voyez, ou sur des canulars ou des choses comme ça. Il y en a eu évidemment, et chaque canular est toujours un coup de couteau dans le mythe finalement, parce que tous les zététiciens, tous les débunkers, tous les rationalistes, réductionnistes vont toujours s'appuyer sur un charlatan pour décrédibiliser les 99 autres qui n'en sont pas. Vous voyez, bon, ça, on connaît le principe, hein, de toute façon. Alors Jung, lui, il a émis une hypothèse, hein, c'était que les ovnis étaient des manifestations de la psyché collective. Pourquoi? Parce que on avait un monde clairement en crise, hein, après la guerre, c'est-à-dire que on voit la fin de la guerre, la fin de la Seconde Guerre mondiale comme effectivement un énorme sans doute soulagement, puisque il y en avait déjà eu une 20 ans avant. Hop, 39-45, ça chauffe sérieusement, c'est quand même des périodes terribles. Quand ça prend fin, on le décrit et on le voit comme une libération, ce que c'est évidemment.
Mais il faut quand même se souvenir de ce que c'était que les années 50, 60, 70. C'était la guerre froide, c'était l'atome qui arrivait, c'est-à-dire l'irruption dans le monde d'énergie et d'armes capables de modes de destruction absolument terrifiants. Après justement plusieurs millions de morts par rapport à la guerre et des choses comme ça. Donc il y avait dans les années 50, 60 jusqu'aux années 70 quand même des peurs, voire des terreurs collectives très très fortes. Accompagnées à partir des années pareil, 50-60, une sorte de vide spirituel avec un recul, je parle beaucoup de l'Occident évidemment, hein, mais avec un recul quand même important de la spiritualité, de la religion, de la foi, au profit de la science, du progrès, etc. Donc voilà, c'est comme ça, hein, on en pense ce qu'on veut, mais ce qui se remplit d'un côté se vide de l'autre. Et Jung, lui, ce qu'il voit, c'est que dans ce vide-là, il y a des nouvelles images qui viennent se projeter. Et il y voit justement des images de disques lumineux, des formes parfaites. Et par exemple, ce qu'il lui considère comme étant des rappels de mandala qui flottent dans le ciel. Vous voyez. Alors pour lui, vraiment, les ovnis, pour lui, c'est la thèse hein, qu'il développe dans le mythe moderne, dans son livre, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, vous pouvez le trouver facilement aujourd'hui dans n'importe quelle librairie. Donc les ovnis, pour lui, sont des archétypes modernes. Je vous fais une petite parenthèse sur les archétypes. Hein, il faut bien comprendre ce concept, hein, c'est important. Un archétype, c'est un motif universel. D'accord, c'est une image universelle qui est présent absolument dans toutes les cultures, qui transcende justement les cultures, les traditions, les religions, le temps qui passe, etc. D'accord ? Donc, dans les archétypes, vous avez par exemple le héros. Dans toutes les cultures, vous trouverez toujours un archétype mythique de héros. Évidemment, il va prendre des formes très différentes selon les cultures, l'histoire, etc. Mais il n'empêche qu'on pourra toujours amener ces formes-là à l'archétype du héros. Vous avez l'archétype de la grande mère, vous avez l'archétype de l'ombre, qui est la face cachée de la personnalité, notre ombre et notre face occulte. Tout ce qu'on ne veut pas voir de nous-mêmes, nos désirs inconcevables, nos peurs, nos terreurs indicibles, etc. Tout ça, c'est ce que Jung appelle l'ombre, qui a un rôle extrêmement important dans son mode analytique. Et d'ailleurs, le but de la psychologie analytique de Jung, c'est justement de réconcilier l'ombre et la lumière. Donc, en gros, la personnalité cachée, inconsciente, avec la persona, donc vraiment la personnalité consciente. Voilà. Alors pour Jung, comme je vous disais, il y avait dans les ovnis un rappel à la forme circulaire, donc au mandala, au symbole d'unité, d'harmonie, de complétude, etc. Vous voyez, donc pour lui, l'ovni est un archétype. D'accord ? Ça, c'est super important à comprendre. Et ça s'appuie, encore une fois, sur le vide créé dans l'inconscient collectif par l'émergence, justement, de la science, de la technique, de la modernité, et du coup d'un recul finalement des grandes figures qui étaient auparavant beaucoup plus mythologiques, religieuses, culturelles, etc. Et donc l'émergence d'un nouvel archétype qui nous rappelle finalement qu'il y a quelque chose de plus grand que nous individuellement et que nous en tant qu'humanité, et qui viendrait nous voir, qui viendrait nous visiter, qui s'appellerait à nous, en fait, d'une certaine manière. Alors Jung lui-même précise avoir été témoin personnellement d'une lumière dans le ciel à Zurich ou près de Zurich, en Suisse. Il ne va pas jusqu'à affirmer que c'est un vaisseau extraterrestre, mais il se demande
qu'est-ce qui a été vu, qu'est-ce qu'il a vu et qu'est-ce qui a été vu, finalement. En gros, il ne fait pas de distinction, Jung, entre le réel et l'imaginaire sur ce point-là. Pour lui, les deux coexistent. Il a vu quelque chose de réel, puisqu'il sait, lui, très bien que ce qu'il a vu ne relevait pas de l'hallucination ou de quoi que ce soit dans ce genre-là, hein, vous voyez, comment on dit, d'une psychologie, d'un problème psychologique, hein, vous voyez, un épisode psychotique, voilà, c'est ce que je cherchais comme terme, une chose comme ça, il en est bien conscient. Donc il a vu quelque chose de réel, et pourtant il ne rejette pas que ça puisse également avoir un aspect imaginaire au niveau de l'observation. Donc il voit dans les ovnis la même chose en quelque sorte que pour les archétypes, que n'importe quel type d'archétype, soit un archétype qui s'appelle à nous, qui nous envoie un message de notre propre inconscient, et éventuellement un message qui inviterait à regarder au-delà, justement, de ce nouveau monde matérialiste, réductionniste, très vide, finalement, très vide de sens, sans parler forcément de contenu religieux, de contenu, sans aller jusque-là, hein, d'accord, c'est vraiment, quand on perd le sens, l'archétype ovni revient nous dire, il y a autre chose, il y a autre chose. Tu n'es pas juste un insecte sur ton petit caillou, ça va plus loin, d'accord, l'univers a un autre sens que simplement ça. Voilà. C'est vraiment le fond de sa théorie. Alors pour Jung, on peut dire que les ovnis sont vraiment des reflets de choses qui ont lieu en nous déjà. Et alors, au niveau de l'inconscient collectif, justement, il faut bien comprendre, c'est quelque chose qui existe au-delà de l'inconscient personnel, et c'est une couche qui est profonde et qui est partagée par toute l'humanité, d'accord ? Ça invite aussi à se voir comme autre chose qu'aujourd'hui un Français, un Suisse, un blanc, un noir évidemment, mais même au-delà de ça, se voir vraiment faire partie d'une espèce dans toute sa diversité, mais pas que, se voir faire partie également justement d'un bassin archétypal universel. Il faut prendre en compte l'idée que des modèles universels viennent se manifester à la fois dans nos croyances, dans nos mythes, dans nos rêves évidemment, c'est même d'ailleurs le mode d'expression privilégié des archétypes universels. Dans les religions, on retrouve évidemment tous ces archétypes universels. Et figurez-vous que dans les visions d'OVNI également. C'est à mettre au même plan finalement. Donc je vous laisse quand même mesurer l'importance de ce point de vue jungien. On peut être d'accord ou pas d'accord avec, évidemment, il n'y a aucun problème. C'est critiquable comme tout le reste, comme théorie, mais quand même, mettez-vous dans le contexte. On a quand même un très grand intellectuel sur la fin de sa carrière et je dirais de sa vie, qui a vraiment retourné sa théorie dans tous les sens et qui s'intéresse à ce phénomène très controversé, très décrié, très marginalisé, qui est l'observation d'OVNI finalement, parce que, comme je vous disais dans un autre épisode, le thème OVNI est extrêmement connoté encore aujourd'hui à une forme de grand complotisme finalement qu'on mettrait presque à côté des platistes, vous voyez, quelque chose de vraiment très très fantasque, fantaisiste, infantile aussi, dans un certain sens. Là vous avez quand même un des
plus immense intellectuel du XXe siècle qui vient vous dire, bah, moi je m'intéresse à ce sujet-là et je développe une théorie dessus. C'est pas rien, c'est quand même très très intéressant. Alors, encore une fois, hein, je reviens un peu là-dessus, mais dans les années 50, vous avez vraiment la technologie qui explose à toute vitesse, hein. On fait des fusées, on fait des satellites, on fait du nucléaire, hein. On fait du nucléaire, ça c'est, bah, vous savez que dans les théories, dans certaines théories ovnis, le nucléaire et les ovnis sont très très liés. Évidemment, beaucoup sont d'accord pour penser que les apparitions d'ovnis sont quand même très très corrélées au développement de l'énergie nucléaire. Bon, là aussi, c'est à creuser, et d'ailleurs, il y en a qui creusent ce sujet, hein, depuis très longtemps. Mais ça provoque, comme je vous disais, une angoisse très forte. Est-ce que la technique va pas nous dépasser? Est-ce qu'on va pas devenir esclave de cette technique? C'est des questions qui sont toujours d'actualité, hein, d'accord. Euh, Jung avait évidemment, comme aucun de ses contemporains, l'idée que, allez, 40 ans après, vous auriez un réseau euh, mondial qui permet les flux quasiment instantanés, la communication quasiment instantanée, euh, la réduction de la taille du monde en quelque sorte, déjà avec les transports, mais surtout avec Internet, quoi. Vous imaginez quand même ces mecs-là, aussi brillants et incroyablement conscients qu'ils étaient, je pense pas qu'ils pouvaient vraiment projeter le monde dans lequel on vit aujourd'hui, et je vous parle même pas là de l'intelligence artificielle qui se développe à une vitesse terrible, et qui crée des peurs et des angoisses affreuses dans les... Alors, évidemment toujours transportés par les grands médias, et oui, bien sûr, ils sont là pour ça, ils sont là pour ça. Mais pas que, et même chez les gens, ça crée de la tension, ça crée de l'angoisse. Et donc pour répondre à cette tension, bah, pour Jung, on a des ovnis qui apparaissent, dans ces années-là en tout cas, sous une forme circulaire, avec de la lumière, qui peuvent rappeler, hein, si on fait un petit effort d'imagination, des symboles religieux, auxquels on était attaché autrefois, auxquels d'ailleurs énormément de gens sont toujours attachés aujourd'hui, hein, des auréoles de saints, des roues cosmiques, des mandalas, vous voyez. Donc lui il voit ça comme un message qui dit, bah, très simplement, regardez, regardez, levez la tête, regardez l'infini, voilà, vous en faites partie, ça a du sens. C'est formidable comme vision des choses. Ça permet quand même d'aller un peu plus loin que en regardant les médias mainstream, on est bien d'accord. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, hein, et là je reviens un peu aussi, j'insiste un petit peu là-dessus, c'est important, c'est que il considère Jung les ovnis vraiment comme des projections psychiques, c'est-à-dire pas des hallucinations. D'accord? C'est pas la même chose. Une hallucination, c'est quelque chose de personnel qui veut que vous, personnellement, vous percevez une image, mais qui est produite par vous, mais qui ne peut pas être partagée. Vous savez, l'hallucination collective, ça n'existe pas, hein. On a un phénomène qui peut être un phénomène d'entraînement, où quelqu'un dit avoir vu quelque chose, et puis quelqu'un d'autre le reprend un peu pour se faire mousser, et puis un troisième va le reprendre parce que finalement il est remporté. Et puis vous avez au bout du compte 50 personnes qui vous disent oui, on a tous vu ça, alors que finalement il n'y en avait qu'une. Ça, c'est pas une hallucination. Ça, c'est un effet d'entraînement, un effet de groupe. Mais l'hallucination collective, ça n'existe pas. Quand plusieurs personnes perçoivent la même chose en même temps, ça veut dire que le phénomène pardon, est réel. Après, est-ce que le phénomène est truqué? Est-ce que, voilà, on est bien d'accord qu'il peut y avoir encore d'autres explications. Mais en tout cas, les lumières qui sont vues par plusieurs personnes, elles sont réelles, ce sont des lumières, d'accord? Ce ne sont pas des hallucinations de lumière. Voilà, ça, c'est important à comprendre. Euh, le besoin intérieur, donc lié au vide du monde moderne, selon Jung, hein, toujours, se manifeste par exemple par l'archétype du sauveur.
le guide, le sauveur, celui qui va venir de l'extérieur pour tous nous sauver, pour sauver l'humanité. Évidemment pour nous guérir de notre solitude absolue, puisque l'humanité, elle est seule par définition, en tout cas elle se sent seule. Est-ce qu'elle l'est vraiment? Ça se discute, mais elle se sent seule dans l'univers, pour l'instant en tout cas. Et ben du coup il y a une espèce de projection psychique de quelque chose qui vient nous sauver. Et qui bien sûr serait par rapport à nous bien plus évolué, bien plus sage, bien plus avancé, peut-être technologiquement et philosophiquement. Euh, alors vous me direz, vous pourrez m'opposer une chose, c'est que ça fait très peur aussi. Si c'était uniquement un sentiment toujours de quelqu'un qui va venir nous sauver, pourquoi pourquoi on en aurait fait des centaines de films où les extraterrestres débarquent et nous essayent de nous anéantir? Ah, ça après, ça fait partie, je pense, du jeu, comment dire, du jeu de l'industrie, du capitalisme occidental. C'est-à-dire que bah, une fois qu'un film a été fait où où la planète a été envahie par des extraterrestres, et ça, c'est dès les années 50, voire 40, hein, euh, avec peu de moyens à l'époque, mais quand vous voyez qu'il y a plus d'entrées parce que vous faites un film euh, porté sur la terreur de l'invasion extraterrestre, bah vous en faites d'autres, et puis vous en refaites d'autres parce que ça marche commercialement. Et si vous faites un film avec des extraterrestres bienveillants qui arrivent et puis qui nous apportent le bien-être, qui nous apportent des technologies pour vivre éternellement et que tout le monde à la fin est heureux, bah en termes scénaristiques c'est pas terrible quoi. Il n'y a pas de, il y a pas finalement de beaucoup, ça manque un petit peu d'enjeux, d'éléments perturbateurs. Voilà, ça manque un peu de ces choses-là. Donc c'est normal que dans une société de récit, parce que c'est ce qu'a été le 20e siècle, la deuxième partie du 20e siècle, une société narrative de récit. On l'est encore maintenant, mais ça a vraiment été très prégnant dans la deuxième moitié du XXe siècle. On a raconté des histoires, on n'a fait que ça, raconter des histoires. Ça s'est d'ailleurs beaucoup transféré sur les gens, hein, sur la vie des gens. Euh, on a commencé à romantiser sa vie en fait. Vous voyez, bon, ça c'est une petite parenthèse que je fais, mais je pense vraiment que c'est la réalité. Je crois que le cinéma, de manière générale, l'industrie du cinéma, a vraiment amené dans la vie des gens du narratif. On a fini par voir sa vie comme un narratif, un début, un milieu, une fin, des éléments perturbateurs, euh, le happy end, le concept du happy end, enfin bref, je vous ferai un truc sur le cinéma un jour, je sors un peu du cadre, mais c'est super intéressant de voir comment les gens ont été, alors se formater c'est un vilain mot, mais ont été quand même très 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 influencés dans leur façon de voir le monde par le cinéma de manière générale. Je reviens un petit peu à Jung, et puis je vous parlais de synchronicité au début. Alors, un concept qui est extrêmement mal compris et qui est utilisé à tort et à travers par tous les vendeurs de New Age et d'eau de lune et de je sais pas quoi, là, les synchronicités. En fait, synchronicité, c'est simplement. Alors, ce sont des coïncidences, d'accord, il y a pas de souci là-dessus, hein. Jung, il vous dit pas que les synchronicités sont que je sais pas, que c'est Dieu ou que c'est une espèce de conscience qui envoie des coïncidences pour dire quelque chose. Une coïncidence, c'est une coïncidence. Ok. Ce qui fait qu'elles sont des synchronicités, c'est qu'elles sont significatives, c'est qu'elles ont un sens au moment où elles arrivent. Et ça, il faut bien le comprendre. C'est pas la synchronicité qui est importante, c'est pas la coïncidence en fait qui est importante. C'est simplement le sens que prend cette coïncidence pour vous et l'impact qu'elle a sur vos choix en fait, sur ce que vous allez en faire, sur ce que vous allez faire avec. Quelqu'un qui est totalement fermé, qui est totalement matérialiste, qui est totalement fermé aux synchronicités, et ben vous savez quoi, il n'en vivra jamais.
C'est aussi simple que ça. Il n'en vivra jamais, non pas parce qu'il ne vit pas de coïncidence, mais il ne donnera jamais aucun sens à ces coïncidences. Vous voyez? Donc il n'y a pas de synchronicité pour lui. La synchronicité arrive quand vous y êtes sensible, quand vous êtes capable, sur une coïncidence, de vous dire ah, euh, là je fais un lien et ok, j'y vois un sens, j'y vois un message, un sens ou ce que vous voulez. Mais toujours en gardant à l'esprit qu'une coïncidence est une coïncidence. D'accord. C'est là que c'est mal compris souvent, cette idée de synchronicité. C'est parfois un peu dommage parce que c'est des mots qui sont utilisés, qui se vident de sens, qui perdent beaucoup de leur sens. Alors, pour Jung, quand vous avez une lumière dans le ciel, quand vous tombez, entre guillemets, sur un ovni, eh ben, il faut voir quand ça vous arrive. Et dans les témoignages, souvent ça se retrouve. C'est que ça arrive parfois au moment où on traverse quelque chose de difficile, par exemple. On va traverser une dépression, on va traverser une perte, un deuil, des choses comme ça, vous voyez. Et hop, on va avoir une apparition, quelque chose. Alors, c'est pas souvent, hein, finalement, il y a beaucoup de témoignages, mais tout le monde n'a pas d'apparition ovni dans sa vie. Bon, après. Mais si ça arrive, et il y a des gens à qui ça arrive, il faut voir quel est le contexte aussi. C'est super important quand on prend un témoignage, le contexte est vraiment important. Et c'est cette coïncidence-là, entre guillemets, euh, peut être une synchronicité dans le sens où c'est l'inconscient qui va orchestrer ce phénomène, euh, et vous allez y trouver un sens, vous allez y trouver finalement une signification, vous allez y entendre un message qui va peut-être changer votre vie. D'accord. Comme les gens qui ont vécu des EMI vous diront, évidemment, ça a totalement changé ma vie. Totalement. Ma vision de la vie en tout cas. Et souvent, dans les témoignages ovni sérieux, entre guillemets, hein, vous voyez, les gens vont vous dire oui, il y a un avant et il y a un après. C'est plus la même chose aujourd'hui depuis que j'ai vu ce que j'ai vu. Voilà. Pour Jung, c'est l'inconscient qui a envoyé un message à ce moment-là pour dire non, soit tu n'es pas seul, soit tu peux avancer, n'aie pas peur, etc. Vous voyez, tous ces messages-là, ils peuvent être vraiment ressentis comme ça, comme des synchronicités. Voilà, donc moi ce que je vous inviterais à faire par rapport à ce sujet, que j'ai essayé de traiter de manière, j'espère, assez claire, assez grand public, en fait, à ma façon, hein. Si on était au café ensemble, je pense qu'on discuterait de la même manière. Vous voyez, il n'y a rien de très technique, il n'y a rien de très foufou hein, dans ce que je raconte. C'est simplement ce qu'a pensé et ce qu'a dit Jung dans ce livre, Un mythe moderne. Lisez-le, c'est pas le plus difficile à lire. Hein. D'accord, c'est pas un ouvrage technique pur. C'est pas simple. C'est pas absolument simple, mais c'est pas le plus difficile non plus. C'est une bonne entrée pour aller chez Jung. Il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, et puis, moi, ce que je vous inviterai à faire en relation avec peut-être vos exercices de méditation, que vous faites peut-être quotidiennement, pensez-y, pensez quand même pensez à ce qui se passe quand vous méditez et que vous recevez, vous savez, ces fameuses images qui semblent venir d'ailleurs, que vous ressentez parfois pendant certaines méditations. Demandez-vous du point de vue jungien ce que ça peut représenter, quel message vous êtes envoyé de votre propre inconscient et de l'inconscient collectif par ces images-là. Vous voyez ? Vous pouvez d'ailleurs en faire autant avec vos propres rêves. Il est très difficile d'essayer d'interpréter ses rêves soi-même, puisque on est confronté à nos propres résistances, donc par définition, ça se fait, hein, y a pas de problème. En fait, on peut se souvenir de nos rêves, on peut essayer d'en comprendre des significations superficielles. Bon, vraiment faire des analyses de rêves poussées de ses propres rêves. D'ailleurs, Jung lui-même a fait l'exercice avec le livre rouge.
Bah, écoutez, il l'a fait, après ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que son auto-analyse, va vraiment, au bout? Je ne sais pas, je ne sais pas et c'est vous me direz peut-être ce que vous en pensez. Mais quoi qu'il en soit, quand vous faites des rêves, quand vous faites peut-être même des cauchemars qui sont là aussi pour vous envoyer des messages d'ailleurs, messages d'alerte, hein, souvent des messages de déséquilibre, profond et bah, prenez les éléments et demandez-vous quel est cet élément, à quel archétype est-ce qu'il peut correspondre, et quel est finalement le message qu'on m'envoie, alors plus précisément quel est le message que je m'envoie à moi-même bien sûr, puisque ça vient de vous, mais comme vous êtes inclus dans l'humanité, bah, ça vient de l'humanité aussi. Vous voyez un peu l'idée de Jung, c'est pas si New Age que ça, hein. Il y a une logique, hein, et quelque chose d'assez fort, hein, dans cette pensée-là. Donc voilà, n'hésitez pas à avoir ce point de vue-là parfois pendant une méditation. Vous avez une image qui vous vient, quelle qu'elle soit, un paysage, un personnage, etc. Allez, je prends n'importe. Je vous fais un exemple très très rapide. Je vous ai parlé dans un autre épisode d'une fois où j'avais personnellement été confronté, si j'ose dire, à un homme tout noir avec un chapeau noir, bien connu, hein, le Hatman. C'est un phénomène dont on parle pas mal dans ces milieux-là. Bon, ça a duré 2 secondes et le truc m'a chargé et m'a fait repartir. Bon, c'était comme ça, quoi. J'ai pas eu peur, rien du tout. Mais voilà, d'un point de vue jungien, moi, je me pose quand même la question de savoir quel était ce personnage, et quelle projection de quoi ce personnage peut-il être la projection, voilà, plus précisément. Quel archétype se cache derrière cet homme noir, enfin, quand je dis noir, c'est noir comme une ombre, hein, d'accord, sans détail, avec un chapeau vraiment qui évoque vraiment un fedora des années 50, vous voyez, façon Men in Black en fait, pas le film, s'il vous plaît, plutôt le mythe de base. Les Men in Black d'ailleurs qui peuvent aussi, pourquoi pas, être considérés comme des archétypes de quelque chose. Bon, c'est des questions à se poser, on n'aura jamais de réponse fondamentale et définitive, mais voilà, se poser des questions, c'est quand même quelque chose d'assez fondamental. En tout cas, si vous êtes sur cette chaîne, et si vous êtes encore là après, je ne sais pas, j'ai fait long, hein, cette fois, bah, en tout cas, essayez de vous poser ces questions-là, et puis vous verrez, ça peut vous amener des choses, ça peut changer un petit peu votre façon de voir les choses. Vous en remercierez évidemment le docteur Jung, parce que bah, des gens comme ça, c'est quand même assez extraordinaire. Vous savez, on valorise souvent énormément, bien sûr, des grands scientifiques, Einstein, Werner von Braun pour les fusées, etc. Mais il faut se rappeler que toutes ces découvertes-là de ces gens-là sont des découvertes techniques. En d'autres termes, sont des découvertes qui peuvent tout aussi bien être techniquement très intéressantes pour aller par exemple visiter d'autres planètes, pour la fusée, mais aussi pour envoyer des fusées sur la gueule du voisin et pour faire péter des énormes bombes thermonucléaires absolument meurtrières, vous voyez. Pas qu'Einstein lui-même était pour, au contraire, hein, il a milité contre, mais bah, il n'empêche que Hiroshima-Nagasaki, c'est quand même un effet direct des travaux alors d'Einstein, pas vraiment en réalité, c'était plutôt celui dont le nom m'échappe, qui est évidemment le film de Chris Nolan, dont j'ai oublié le nom et vous m'en excuserez, le nom m'échappe complètement. Mais bref, l'inventeur de la bombe atomique, quoi. Et bon, ces mecs-là, ce sont des génies, il n'y a rien à dire là-dessus, mais voilà, leurs inventions sont soumises à caution dans le sens où bah, elles mettent aussi en danger physique l'humanité. Alors que chez quelqu'un comme Carl Jung, bah, vous avez une recherche qui est extrêmement fondamentale sur la pensée, sur la psyché humaine, bah, de mon point de vue, qui ne provoque et qui ne provoque aucun danger, aucune angoisse, aucun problème, vous voyez. Donc ce sont des trouvailles extrêmement importantes, hein, les trouvailles de ces gens-là, des grands psychologues, des gens qui ont vraiment travaillé sur l'esprit humain. Il ne faut pas négliger ces découvertes-là, à la fois, je vous dis, parce qu'elles sont
ouais, en quelque sorte inoffensives. Et d'autre part, parce que, bah, elles parlent à tout le monde. Elles sont vraiment, quand on parle d'inconscient collectif, c'est quelque chose de très universel, d'accord? Donc ouais, c'est quand même un intérêt, intellectuel, très, très fort. En tout cas, j'espère vous avoir emmené, relativement loin avec, cette interprétation ou cette explication, du livre «Un mythe moderne» de Jung. Bon, bah, si vous aimez lire, jetez-vous là-dessus, c'est vachement bien. Si vous aimez pas lire, bah, tant pis, vous aurez au moins déjà une bonne idée de ce qui est dit dans ce livre-là. Et puis une façon peut-être de réorienter vos méditations, votre réflexion sur d'un point de vue archétypal, voilà. Que m'envoie mon inconscient et que m'envoie l'inconscient collectif comme message par le biais des archétypes? Extrêmement intéressant, hein. Voilà, bah, je vous laisse réagir, vous me dites, hein, si ça vous parle. Là, je fais un format un peu long, mais de temps en temps, j'en ferai des plus courts sur des sujets, un peu plus légers. En tout cas, si vous êtes restés jusqu'au bout, bah, mettez un pouce, abonnez-vous, hein, pourquoi pas, c'est toujours ça de prix, comme on dit. Puis moi, je vous embrasse bien et puis je vous dis, je vous souhaite, de faire de très beaux voyages. Salut les voyageurs, à bientôt.